Bonjour et bienvenue sur Tonia raconte. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un crime sur le chemin de la Mecque. Massoua, en avril 1951, une caravane traverse le port de la mer Rouge. C'est un spectacle quotidien dans cette ville de pêcheurs qui constitue l'une des étapes sur le chemin de la Mecque. En tête du cortège, un homme d'une cinquantaine d'années qui porte les tenues caractéristiques de l'Afrique occidentale. Il demande la charité au nom d'Allah. Mahmoud est originaire du Nigeria. Il est chef de son village et le plus gros propriétaire de sa région. Il a entrepris un pèlerinage à la Mecque avec toute sa famille, ses 3 femmes et ses 18 enfants. Bien qu'il soit énormément riche, il tend humblement la main aux passants, et les pauvres gens donnent ce qu'ils ont à ce pèlerin manifestement infiniment plus riche qu'eux. De l'argent, en effet, Mahmoud n'en manque pas. Il en a plein dans ses sacs, ainsi que d'autres richesses. Mais cela ne doit servir qu'en cas d'absolue nécessité, notamment pour se payer un guide. Silma est le guide qui les accompagne depuis déjà plusieurs jours. Arrivé au port, Silma entreprend de trouver un bateau pour les faire traverser. Il va à la rencontre de pêcheurs. Après quelques minutes de négociation, Mahmoud voit revenir Silma accompagné d'un petit homme tout maigre. Il fait les présentations. « Voici Omar, il veut bien nous prendre sur son bateau pour 10 livres anglaises. » Le pêcheur s'incline devant le riche pèlerin nigérian. « 10 livres seulement, mon bateau est sûr. » En effet, 10 livres, c'est une petite somme. Mahmoud ordonne à l'un de ses fils de prendre la somme dans un sac de cuir et quelques minutes plus tard, tout le monde se retrouve sur le bateau à voile. Mahmoud, ses 3 femmes et ses 18 enfants sont épuisés par le voyage. Ils s'allongent sur le pont et s'endorment rapidement. Ils n'ont plus qu'à se laisser porter, le bateau va bientôt les débarquer sur un port proche de la Mecque. Ils sont tranquilles et se reposent. Pendant ce temps, Silma et Omar discutent sur le pont. Omar fait remarquer à Silma qu'il a été engagé par quelqu'un d'extrêmement riche et que lui-même est extrêmement pauvre. « Tu as vu toutes les richesses qu'il transporte ?» dit Omar. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour s'en approcher et peut-être même se les approprier. Silma est horrifié par cette proposition, mais c'est du vol, nous n'avons pas le droit. Et de toute façon, on serait vite retrouvé et accusé. Je n'ai pas envie de me faire couper les mains. Ne t'inquiète pas pour ça. On va faire escale sur une petite île, on n'a qu'à abandonner le Nigérian et toute sa famille et partir avec ses bagages et son or. Mais si on les abandonne sur une île, dit Silma, ils vont mourir de faim et de soif. Omar se met à rire d'une façon assez inquiétante en disant « ça, certainement pas, ne t'inquiète pas ». Au fur et à mesure de la discussion, Silma finit par se laisser convaincre par Omar. À la tombée de la nuit, Omar s'approche d'un petit archipel, et plus particulièrement de l'île de Laddu. C'est une petite île d'à peine 1 kilomètre de long, pas plus. Vu du bateau, c'est un endroit agréable avec une splendide plage de sable blanc. Cependant, il n'y a aucun arbre, pas de végétation. Comme c'est le soir, ça a l'air d'être un endroit très agréable. Mais pendant la journée, l'absence d'ombre doit la rendre intenable. Omar fait débarquer Mahmoud, suivi de ses femmes et de ses enfants. Mais à peine ont-ils touché le sol que Omar fait demi-tour sur sa petite embarcation et les abandonne. Mahmoud se met aussitôt à crier après eux pour qu'ils reviennent, mais Omar et Silma ne se retournent pas et les laissent abandonnés sur ce petit rocher au milieu de la mer Rouge. En s'éloignant, ils passent devant d'autres petites îles, et tout à coup Silma est pris d'horreur. Il interpelle Omar. « Regarde, qu'est-ce que c'est ?» Omar se met à éclater de rire. « Tu vois bien, je t'avais bien dit qu'il ne mourrait pas de faim et de soif. » Puis il explique tranquillement la situation. Les crabes sortent de l'eau avec le coucher du soleil. Quand l'île est assez petite comme celle de Laddu, ils la recouvrent tout entière. Ils restent toute la nuit et dévorent tout ce qui vit. Ils ne laissent que les os. Et encore, leurs pinces sont très coupantes. Dans une semaine, il ne restera même plus leurs vêtements, tu verras. Les gens croiront qu'ils ont été victimes d'un naufrage et nous serons déjà loin avec leur argent. Le lendemain, un petit bateau à voile triangulaire semblable à celui d'Omar ramène d'Arabie des pèlerins de retour de la Mecque. Depuis quelque temps, le patron a remarqué une avarie au gouvernail, alors il décide d'accoster quelques heures pour réparer. À tout hasard, il s'arrête sur l'île de Laddu. Les passagers et les hommes d'équipage descendent. C'est alors qu'il remarque un curieux tas sur le sable. Il s'approche. Ce sont des vêtements. Il les retourne et à l'intérieur, il y a des os humains affreusement broyés. Mais ils n'ont pas le temps de se remettre de leur horrible découverte. Des sanglots, ou plutôt des gémissements apeurés, les attirent quelque part.
Quelques hommes s'avancent prudemment, leur marche ne dure pas très longtemps. Ils découvrent un spectacle inimaginable. 3 femmes, tenant chacune un bébé dans les bras, sont perchées sur l'unique rocher de l'île. Les hommes les font descendre et les interrogent, mais elles ne peuvent pas communiquer. Visiblement, elles sont nigériennes et ne comprennent pas la langue. Ce n'est que le lendemain que l'une des 3 veuves de Mahmoud finit par s'exprimer par l'intermédiaire d'un interprète devant le chef de la police de Massoua. Elle raconte toute l'histoire et elle donne une description précise de Silma et d'Omar. Elle raconte leur désespoir quand ils ont compris qu'ils étaient abandonnés sur l'île. Puis elle se met à trembler. Sa voix se change en terreur et le chef de la police a bien du mal à garder son sang-froid en entendant la suite. Au début, nous n'avons pas compris. On aurait dit que le sable bougeait. L'un de mes fils s'est avancé et il a tout de suite été entouré par les crabes. Il n'a pas pu se dégager. Nous avons tous couru, mais l'île était toute petite. De l'autre côté, nous avons trouvé une autre plage et des crabes arrivaient. Alors nous sommes retournés au centre. Il n'y avait qu'un rocher, un seul. Mahmoud nous y a fait monter toutes les 3, les femmes, et il nous a mis dans les bras les 3 plus jeunes enfants. Les autres ont attendu en bas avec lui. Les crabes sont arrivés tout de suite. Ils leur ont lancé des pierres, mais cela ne servait à rien. Alors, ils se sont mis à prier. L'extraordinaire hasard qui a fait accoster 2 jours de suite un bateau sur l'île de Laddu a permis de sauver les 6 survivants, mais elle a été fatale aux meurtriers. Grâce aux descriptions de la femme, Silma et Omar ont été rapidement arrêtés. Persuadés que leurs victimes ne seraient jamais retrouvées, ils n'avaient pas encore quitté Massoua et se trouvaient tout simplement dans le port. La justice musulmane ne s'embarrasse pas à cette époque de fioritures. Dès le lendemain, les 2 criminels sont traînés devant le tribunal. Les 3 veuves viennent faire leur atroce récit et les accusent formellement. Silma et Omar les écoutent la tête basse. Ils ne se font aucune illusion sur le sort qui les attend. Ils savent qu'ils sont perdus. Pourtant, quand le chef religieux qui préside le tribunal lit la sentence, ils poussent tous les 2 en même temps un cri d'effroi tandis qu'un frisson passe dans l'assistance. Silma et Omar sont condamnés à subir le même sort que leurs victimes. Avant le coucher du soleil, ils seront conduits à l'île de Laddu, afin qu'ils ne puissent monter sur le rocher étant donné que leurs victimes n'ont pas pu y prendre place. Ils auront les mains attachées dans le dos par des menottes. Si au matin les condamnés sont encore en vie, Allah aura parlé et ils seront libres. Cette justice, inspirée de la loi du talion, n'était pourtant pas applicable en 1951. En effet, Massoua n'était pas libre. Elle était placée sous la tutelle des Anglais. L'autorité britannique a son mot à dire même en matière de justice. Et quand le gouverneur de Sa Majesté prend connaissance de l'arrêt du tribunal de Massoua, il manque d'avaler son thé de travers. Il convoque immédiatement les religieux qui ont rendu la sentence et demande des explications. « Vous ne les avez tout de même pas condamnés à être dévorés par les crabes ?» On lui répond « C'est la loi du prophète. C'est ainsi qu'ils ont fait périr leurs victimes. Mais la loi du talion n'existe plus. Ceci est notre loi. Eh bien ici, c'est la loi britannique qui s'applique, et je vous ordonne de l'appliquer. Ces 2 hommes seront pendus par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive, et vous serez responsable de l'exécution. » Les religieux se retirent sans rien dire. Le soir même, ils annoncent aux condamnés qu'ils seront pendus le lendemain. Silma et Omar sont presque rassurés par cette nouvelle. Le lendemain matin, on les sort de leur cellule, les mains liées derrière le dos. Mais on ne les conduit pas sur la place principale de Massoua. Au lieu de ça, on les amène au port et on les fait monter sur un petit bateau à moteur qui démarre aussitôt. Le chef du tribunal a pris place lui aussi. Les 2 criminels pétrifiés se rendent compte que le bateau prend la direction de l'île de Laddu. Ils arrivent peu avant le coucher du soleil. Là, sur le sable, 2 potences sont dressées. Silma et Omar découvrent avec horreur que les cordes sont trop longues. Elles descendent à hauteur de poitrine d'un homme debout. Le temps de les attacher et la vedette s'en va dans un bruit de moteur. Le bruit du moteur masque un autre bruit plus discret, celui du grouillement des crabes sur la plage. Ils arrivent. La loi britannique a été respectée. Ils ont bien été pendus par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. La loi du prophète a également été respectée. On leur a même accordé une ultime faveur. Les 2 potences étaient tournées vers la Mecque. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit et faites de beaux rêves.